D'abord, j'ai essayé de répondre aux questions qui m'avaient été données. Je ne suis pas certaine d'avoir répondu à ces questions, mais je pars d'un endroit particulier. Je ne suis pas une experte de la gouvernance des universités. Je n'ai pas de perspective historique duquel je m'inspire et je ne théorise pas non plus sur cette question-là, je dirais par humilité, parce que je suis d'abord une praticienne, je dirais, de la gestion. Et je parle ici comme praticienne et comme témoin, un témoin à courte vue, comme membre d'administration universitaire. Donc, puis cette administration universitaire-là, duquel je parle, elle est un peu singulière, puisque, bien sûr, c'est celle d'un réseau d'universités. Donc, oui, la voix ne parle pas. Ah, excusez-moi. Je ne sais pas s'il faut... Est-ce que je dois mettre les deux micros? Non. Oui, mais il y a aussi la console qui est à votre droite. Là. Il y a probablement... Il y a peut-être un... La console qui est à droite, le module général, puis ensuite contrôle sur le micro. Contrôle sur le micro. Là, tu vois. Ça pareil à peu près la moitié. Contrôle du micro aussi. Est-ce qu'il y a un piton qui peut... Ça se tourne, ça? Oui, je pense que tu Ouais. Ah, voilà le micro, OK. Test 1, test 1. Est-ce que ça va? Non? C'est mieux? Ah bon. Ça fonctionne. Bon, je vais mettre le deuxième. C'est incroyable, ce qu'il faut être équipé. Je vais essayer de mettre ça ici. Oui. Donc, on m'avait bien dit qu'il fallait mettre les deux. Donc, peut-être vous dire aussi que de cette perspective-là, la présentation, elle est probablement très... Je viens de prendre connaissance, comme vous, de la présentation de M. Bose, et je trouve que dans les grandes lignes, j'adhère complètement au message qui est donné, surtout que j'ai une expérience du domaine de la recherche où la question de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, de la construction des collaborations, je dirais, c'est une thématique importante et c'est une façon de travailler qui est inscrite, je dirais, dans les gènes des chercheurs et auquel j'adhère totalement. Donc, voici, peut-être, je voulais vous parler en gros de la gouvernance du réseau de la gouvernance en réseau ou oui, de la gouvernance en réseau. Voilà. Donc, pour chaque établissement du réseau de l'Université du Québec, en fait, je vais vous parler comme témoin des 6 dernières années de cette transformation de la gouvernance, donc un peu d'espoir. Donc, dans les 5 dernières années, on a vu une évolution importante de cette gouvernance dans le réseau de l'Université du Québec en soutien au développement des établissements. Une gouvernance en réseau, ça suppose à l'Université du Québec une grande autonomie conférée à chaque établissement, à chaque conseil d'administration et bien sûr à chaque commission des études, mais se superpose, puis ce n'est pas une superposition en fait, oui, on pourrait le dire, se superpose une gouvernance d'ensemble qui est en fait une gouvernance de concertation de l'ensemble et elle l'est je dirais, de plus en plus depuis ces dernières années. Donc, on a vu dans les dernières années une évolution importante du rôle du siège social en soutien au développement des établissements et à un renversement de posture, je dirais, complet de cette gouvernance en réseau. Donc, au siège social, je dirais, on n'est plus en pilotage d'ensemble du système comme ça a été le cas dans les années 70 et 80, quand les établissements, certains d'entre eux étaient de plus petite taille et avaient besoin d'appui important à ce niveau-là, ou besoin ou pas besoin, mais bref, l'appui était là. Donc, on a modifié énormément depuis 2009 cette approche et c'est une façon, je pense, de renverser la posture et de partir de la base, donc en soutenant les collaborations, en faisant en sorte qu'on ait des moyens d'agir en commun et en déployant pour les établissements qui en ont le besoin et qui le font ensemble en déployant une expertise de pointe. Je dirais qu'à cette transformation des façons de faire, s'ajoute une transformation, je dirais même, du rôle des instances. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas apparu nécessairement aux yeux du public,
mais cette transformation du rôle des instances, elle est profonde au siège social. Donc, on a, bien sûr, investi les lieux de gouvernance en commun de responsabilités qui tiennent justement au caractère commun et vraiment départager fortement les rôles des conseils d'administration de celui qu'on appelle de l'Assemblée des gouverneurs. Donc, cette Assemblée des gouverneurs, elle est composée bien sûr de profs, d'étudiants, mais également de l'ensemble des recteurs des établissements du réseau auxquels s'ajoutent des membres socio-économiques. Donc, les fonctions premières d'un conseil d'administration qui vise justement les orientations, le contrôle budgétaire et financier, la responsabilité à cet endroit-là pour chacun des établissements, il est confié au conseil d'administration de l'établissement les rôles de pilotage commun et les rôles et les compétences qui sont coordonnées, de même que les responsabilités qui sont confiées aux centrales, maintenant apparaissent beaucoup plus clairement au niveau de l'Assemblée des gouverneurs. On a fait le même travail il y a 2 ans. Ce n'est pas nécessairement apparu très clairement non plus, mais au niveau du rôle des commissions des études de chacun des établissements du réseau versus le rôle du conseil des études. Et si la représentation des gens demeure la même, les fonctions et les responsabilités réglementaires au niveau académique et au niveau financier, au niveau administratif ou des grandes orientations sont maintenant très, très, très clairement départagées et pas du tout en, je dirais, en superposition ce que le réseau ou ce que, je dirais, les approches préliminaires plus centralisatrices à l'Université du Québec, là, ce qu'on avait mis progressivement en place. Je dois dire que notre renversement de posture est actuellement complet du point de vue, je dirais, de la gouvernance d'ensemble. On est donc, je pense, dans une situation, et qu'est-ce qui vient influencer l'ensemble de ces modifications-là? Il y a bien sûr, je pense, l'autonomie qui est forte dans les établissements, une maturité, un ancrage de chaque établissement dans son milieu d'appartenance. Chaque établissement du réseau, je dirais, fortement ancré dans ces milieux et a son pilotage pour lequel il doit, il répond, je pense, de ses orientations au milieu qu'il dessert. Vous savez que l'Université du Québec a une triple mission. Peut-être pour ceux qui sont, j'en ai une mission d'abord d'accessibilité, une mission de développement économique et de développement des régions et une mission de développement scientifique du Québec. Et chaque établissement le fait à sa façon. Donc, on a, je pense, transformé, bien sûr. C'est sûr que, je dirais, dans la réflexion sur qu'est-ce qui modifie ou qu'est-ce qui pousse à transformer une gouvernance comme ça, c'est sûr qu'il y a des tensions importantes, autonomie versus la collaboration, la concertation, tout ce qui est les tensions fortes entre la centralisation et bien sûr les aspects de décentralisation, là, mais l'institutionnel et versus ce qu'on doit mettre en commun. On a parlé tout à l'heure de ce qui amenait à la collaboration. Moi, je pense effectivement qu'il n'y a pas seulement des bénéfices où on collabore parce qu'on a, je veux dire, des obligations internes ou externes à collaborer, des bénéfices, mais il y a des coûts à la collaboration et je pense que c'est important d'en être conscient de ces coûts à la collaboration. C'est probablement, quand on arrive à le faire, quelque chose de souhaitable, puis il faut bien être au réseau pour dire qu'il y a des coûts à la collaboration, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces coûts à la collaboration. Peut-être on s'est aussi intéressé à la question de la pertinence du modèle d'organisation en réseau. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit toute une série de réseaux d'établissements publics émerger aux États-Unis dans les années 60, bien sûr, pour donner accès. Donc, c'est un peu le même moteur, ou les années 50, le même moteur que le moteur qui fait en sorte que le gouvernement du Québec se dote d'un système universitaire en réseau ici au Québec. Mais on voit de plus en plus, où on voit l'émergence d'organisations
actuellement l'émergence d'universités en réseau ou une émergence à partir de campus autonomes réseautés en Europe, et pour des raisons totalement différentes de celles qui ont présidé à la mise en place de réseaux universitaires au Québec, où on souhaite ou on tente, bien sûr, d'augmenter sa visibilité à l'international. Aujourd'hui, la création de masse critique, votre grosseur, le volume, est un facteur important pour apparaître à l'international. Donc, ce qu'on voit maintenant, la mise en réseau, c'est-à-dire ces formes de collaboration et de concertation, servent aujourd'hui, bien sûr, je dirais, en fait, c'est un moyen, c'est pas une fin, c'est un moyen qui permet actuellement aux universités françaises, et c'est le moyen qui a été pris pour que les universités françaises apparaissent ou rayonnent davantage dans les classements, notamment dans les classements internationaux. Donc, voilà, il y a aussi toute une série de moyens supplémentaires qui sont fortement conditionnés par la mise en réseau en Europe et en France notamment, où est-ce que aujourd'hui, une université française qui a des projets de développement importants ne peut le faire qu'à travers la collaboration et souvent à travers des accords formalisés où les compétences des universités autonomes sont fédérées pour mettre en commun un certain nombre de compétences, qu'on dit des compétences, puisque je ne me souviens plus exactement, là, mais des compétences communes qui sont des responsabilités qui sont confiées au niveau du réseau. Donc, voilà. Je voulais, un peu des remarques sur le financement, vous parler peut-être sur la gouvernance en réseau, son évolution à l'Université du Québec. Vous parlez du contexte plus immédiat dans lequel vivent les administrations universitaires aujourd'hui, tel que moi, je les perçois de mon point de vue très situé. Je dirais que depuis que je suis, depuis 2010, en fait, on vit dans un contexte d'une part, deux remarques sur le financement. Il y a la question des coupures budgétaires qui, selon moi, elle est totalement indépendante de celle de l'existence ou pas d'un sous-financement universitaire. Qu'on soit ou non dans un contexte de sous-financement universitaire, la question des coupures ou de toute coupure dans une organisation qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que c'est une organisation basée sur le savoir, basée sur les personnes, basée sur des ressources humaines, sur les idées. 75-80% des montants qui sont investis le sont dans des individus. Donc, automatiquement, les marges de manœuvre qui ne touchent pas des personnes sont à peu près inexistantes. Les coûts de système sont importants. Donc, pour soutenir les seuls coûts du système, les progressions salariales, les coûts de chauffage, etc., une indexation autour de 2 % est nécessaire à chaque année. Donc, tout ce qui ne reconnaît pas cette indexation-là vous met automatiquement dans une situation de décroissance. Et on le vit tous. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, si je n'ai pas mon 2 %, même à budget constant, je suis en situation de décroissance. Donc, ces coupures-là posent des difficultés qui sont indépendantes, selon moi, du contexte du sous-financement. Elles sont probablement, plus difficiles je veux dire, à absorber dans un contexte de sous-financement qui crée par ailleurs d'autres problèmes, il m'apparaît, moi. L'autre aspect à court terme, là, comme dans le contexte immédiat, moi, ce que j'ai l'impression depuis 2012, c'est qu'on est dans un contexte de rivalité qui est davantage construite, donc extérieure, je veux dire, aux volontés de collaboration des universités, et construite autour de deux objets ou qui ont selon moi, deux grandes causes. Bien sûr, c'est le financement à la clientèle
Moi, selon moi, en fait, pour avoir regardé un peu le financement dans d'autres universités, la part de financement des universités au Québec qui dépend de la clientèle est beaucoup plus forte que dans d'autres systèmes universitaires. Il y a toujours un financement de la clientèle, mais cette part-là de financement dans le poids global est extrêmement élevée et ça crée des grandes tensions quand on parle de reviser ça. Donc, toute rupture des équilibres est difficile. On vit sous un regard, depuis 2012, on vit les administrations universitaires dans l'œil des médias et c'est quelque chose qui était absolument pas visible avant. On a fait une analyse, nous, de quelle était l'attention médiatique faite aux universités avant 2012. Mais écoutez, c'était après la cuisine. C'était probablement au 30e sujet en termes de couverture. Et actuellement, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et cette attention, elle n'est pas positive nécessairement. Elle est habituellement négative. Donc, on est aussi, les administrations universitaires, je dirais, en position d'attente vis-à-vis le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est parfois difficile à comprendre, mais c'est vrai. On est en attente pour plein de choses, c'est-à-dire la réforme du financement des universités, le financement des étudiants étrangers, l'évaluation des coûts moyens. On est en situation vraiment où il y a cette espèce de position attentiste forte qui s'explique de diverses façons. Bref, moi je trouve qu'on est compte tenu de ce contexte très immédiat où la pression, les coupures, les exacerbations que ça crée font en sorte qu'on a peu de temps pour se relever la tête, je vous dirais, puis regarder en avant. On oublie souvent l'essentiel. L'université, pourquoi, pour qui? Moi, je trouve qu'au Québec, on manque d'ambition, on manque de vision pour les universités, puis on manque d'ambition pour le système universitaire québécois. Je voulais c'est la deuxième partie qui va être beaucoup plus courte. M. Bernatchez nous disait ce matin qu'il fallait construire solidairement notre avenir. Je suis parfaitement d'accord. Donc, mais le contexte, comme je disais, rend difficile de regarder vers l'avant. Moi, je veux vous mettre en évidence deux choses, puis je rejoins les propos de M. Beauce. On a une richesse incroyable au Québec, c'est celui du système universitaire québécois qui est extrêmement diversifié. La qualité des universités québécoises, des universités qui forment le système universitaire québécois est incroyable. Quand on regarde les classements collectifs, moi, je ne connais pas d'autres endroits sur la planète où à peu près toutes les universités se classent dans les premières 500 du monde. Il y a 30 000 universités probablement à travers sur la Terre. On est dans la majorité des établissements universitaires québécois. Quand on met le réseau de l'UQ ensemble, évidemment, c'est un réseau, ça crée des avantages, mais on est tous en bas, tous dans les 1000 premières universités. C'est incroyable pour un réseau de 18 universités. Donc, les établissements de petite taille, même à travers le Canada, se démarquent fortement de leurs homologues canadiens. On a un système performant, on a un système, je dirais, de grande qualité qui est présent partout sur le système, sur le territoire québécois. C'est une grande richesse dont on sous-estime, je pense, l'importance pour le développement du Québec. Mais moi, selon moi, en fait, on a un grand problème, il a été légèrement abordé ce matin, qui est selon moi un grand problème pour le Québec. Les universités ont un problème de financement, mais il y a un grand problème, selon moi, pour le Québec, c'est qu'on ne réalise pas à quel point, c'est ici plutôt, on ne réalise pas à quel point on est en retard ou on prend du retard en termes de fréquentation universitaire à travers les pays de l'OCDE. Ce qu'on voit apparaître en rouge, là, c'est la proportion, puis ça c'est la photo d'aujourd'hui, c'est 2014, l'OCDE. La proportion des gens dont, vous avez des gens jeunes ici, là, mais la proportion des gens de 55 à 64 ans qui détiennent
un diplôme d'études supérieures, le Canada apparaît en rouge, la moyenne des pays de l'OCDE apparaît en espèce de vert lime. Donc ça, ce sont les 55-64 ans qui détiennent un diplôme. Vous voyez, le Canada est au 2e rang et on entend souvent cette statistique. On a la même chose, en fait. Les 25-34 ans, effectivement, on est aussi au 2e rang, c'est-à-dire qu'il y a une force importante en enseignement universitaire, en enseignement post-secondaire. Donc, ça comprend le collège et l'université au Canada. Ce que vous allez avoir apparaître ici, c'est notre position relative quand on parle d'enseignement tertiaire, c'est-à-dire les gens qui détiennent un bac, une licence, c'est le système LMD, là, licence, maîtrise, doctorat. Ça, c'est notre proportion de 55-64 ans, en fait, qui ont été les leaders d'hier, qui sont encore un peu les leaders aujourd'hui. Et voici notre position relative en termes d'enseignement universitaire dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, on se retrouve au 10e rang chez notre proportion d'adultes, on dirait peut-être les baby boomers. Ce qu'on voit apparaître ici, puis là, on voit la position, vous avez la position relative du Québec qui est en bleu pour les diplômes universitaires. Ça, c'est le Québec qui suit le Canada, mais qui se situe au-dessus des pays de l'OCDE. Ce qu'on voit apparaître ici, c'est chez nos jeunes. Donc, les 25-34 ans, on voit ici apparaître la moyenne des pays de l'OCDE, le Canada et le Québec. Pour moi, ça, c'est le problème numéro 1, c'est qu'on prend chez nos... En fait, quand on regarde... on a une force importante au Canada, c'est celui de l'enseignement collégial ou de niveau pré-universitaire. Et cette force-là fait en sorte, masque notre retard, et notre retard qui se creuse en termes de fréquentation universitaire chez les jeunes. Moi, je pense que quand on parle d'une société du savoir, quand on parle de notre capacité collective à participer à la construction du monde de demain, c'est un enjeu majeur. L'autre enjeu majeur, c'est que oui, il y a eu un formidable accès à l'éducation. Et vous voyez, là, quand vous allez voir, entre les... En fait, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a un accroissement important de la proportion de la population des cohortes. Si on regarde en cohorte, vous avez quand même là, pas mal moins de... ici, là, pas mal moins de gens qui possèdent, bien sûr, un diplôme universitaire. Mais ce qu'on voit, c'est que chez nos jeunes, bien sûr, il y en a plus qui en possèdent. Donc, il y a eu cet effet d'accès important à l'éducation. Mais aujourd'hui, si on veut se maintenir dans le concert des nations qui innovent, qui décident, qui participent, qui construisent l'avenir, on est en train de prendre un retard considérable. On perd du terrain. Ce que masquent ces données-là, c'est que aussi, c'est qu'il y a un problème d'équité d'accès. Il y a un problème d'équité d'accès important. Certains groupes de la population, malgré des résultats scolaires similaires, n'ont pas d'accès aussi grand à l'université. C'est le deuxième problème qui sous-tend, moi, il me semble, cet enjeu majeur numéro 1 de l'Université québécoise. Merci.